Je pense qu'on n'a pas pris la mesure de la résilience aussi de ces mouvements qui, même affaiblis, frappés en leur cœur, on voit leur leadership décapité par vagues. Et puis, Ouais. malgré tout, il y a une résilience, il y a cette détermination. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Myriam Enrad. Myriam, bonsoir, bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour et dialoguer avec vous de la situation au Proche-Orient et au Proche-Moyen-Orient actuellement. On a bien entendu. Alors d'abord, je rappelle que vous êtes professeur à l'université d'Exeter au Royaume-Uni et que vous êtes géopolitologue spécialiste du Moyen-Orient. Et justement, je voudrais vous poser une question sur ce qui s'est passé hier à Genève. Alors, sans trop rentrer dans les détails, bien entendu, parce qu'on ne connaît pas la teneur véritable de ces discussions, on a le sentiment que les Iraniens cherchent un accord tout en essayant de lancer de temps à autre des provocations. Est-ce que vous croyez que les Iraniens veulent tout faire pour éviter une attaque américaine? Oui, et en réalité, cette crainte d'une attaque américaine, elle est là, elle est très présente, je vais vous dire, depuis 2003, en fait, depuis l'attaque contre le régime de Saddam Hussein, contre l'Irak. Il faut quand même rappeler qu'à l'époque, après le 11 septembre 2001, souvenez-vous, on avait parlé, les Américains parlaient d'axe du mal, le fameux Axis of Evil, qui comprenait parmi les États voyous l'Irak, mais aussi l'Iran. Et les Iraniens avaient déduit en réalité de toute cette stratégie américaine qui consistait bien sûr dans l'après 11 septembre à remodeler le Moyen-Orient. Les Iraniens en avaient quand même assez logiquement déduit qu'ils étaient plus ou moins les prochains sur la liste. Bon, les choses ont été bien sûr très graves en Irak. Cette guerre a tourné au fiasco. Le projet américain a été une catastrophe. Donc, ça a créé tout à fait le contraire, c'est-à-dire que ça a servi sur un plateau d'argent l'Irak aux Iraniens, ce que les Saoudiens d'ailleurs redoutaient. Ils avaient mis en garde à l'époque, j'en parle dans un de mes ouvrages, ils avaient mis en garde l'administration Bush en leur disant si les choses tournent mal, ce sera vraiment du pain béni pour l'Iran. Bien sûr, ensuite, les liens ont été renforcés avec la Syrie voisine, le Hezbollah au Liban, qui était historiquement une émanation de l'Iran, du chiisme révolutionnaire iranien. Donc, en fait, l'axe de la résistance qu'on évoque beaucoup depuis le 7 octobre 2003 et la guerre lancée par Israël à l'échelle régionale, il a été mis en place dès cette époque avec cette obsession iranienne du fameux régime change, du changement de régime. Maintenant, ce qui est quand même assez surprenant aujourd'hui, c'est qu'on a eu tout de même en effet le tournant du 7 octobre 2023. Et ce qui est quand même assez surprenant de la part des Iraniens, notamment aussi après la guerre des 12 jours, qui a vu une confrontation plus directe avec Israël, non plus ces confrontations, je dirais, par procuration, par leurs intermédiaires qui ont été quand même largement affaiblis des faits par les opérations israéliennes et bien sûr d'autres opérations occidentales dans la région. Mais ce qui est quand même surprenant, c'est de voir quand même ce régime continuer de vouloir en quelque sorte gagner du temps, d'autant que sur le plan interne, il y a aussi des logiques qui sont propres à l'Iran, qui sont des logiques d'essoufflement de ce régime de la République islamique, sur fond quand même, il faut le noter, ça n'est pas assez mis en avant, d'une situation économique qui est catastrophique. On a des mouvements de contestation sociale, politique, mais on a surtout une situation économique qui est devenue insupportable et donc des vagues successives de contestation en interne qui font en fait qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui quelle est la rationalité de ce régime parce que, à part des concessions, on ne voit pas comment faire, enfin comment il espère se sauver d'une situation qui est par ailleurs désespérée. Alors, est-ce que je dois en déduire que de votre réponse que on va, c'est-à-dire les Iraniens aujourd'hui sont intéressés par un accord qui leur permettrait d'avoir une sorte de bouffée d'oxygène, une sorte de bouée de sauvetage, parce que il est clair que une opération militaire américaine, ça serait la fin pour eux, pour le régime. Oui, oui, clairement, ils savent quand même qu'ils n'y survivraient pas. Alors après, bien sûr, les craintes, c'est l'après chute de la République islamique. On craint un scénario à l'irakienne, un scénario à la syrienne. En fait, les vraies craintes, elles portent sur cet aspect. Mais les Iraniens ont été quand même pris de court par la violence
de la riposte Ouais. qui a été opposée à leur mandataire. Je pense notamment au Hezbollah, ça a été quelque chose d'assez effroyable pour eux. Bien sûr, les milices ont été très affaiblies sur le terrain syro-irakien. Par ailleurs, ces mêmes milices ne veulent pas entrer en guerre directement avec Israël. Donc, on ne peut pas vraiment dire aujourd'hui, je dirais, à part les Houthis qui, quelque part, Ouais. mènent leur propre guerre, mais qui sont très périphériques, on n'a plus d'axe de la résistance aujourd'hui. Parce que ce qu'il reste, en fait, de milices, je vais vous dire, si je prends le cas de l'Irak, personne ne veut aller à la guerre contre Israël et contre les États-Unis. Donc, la République islamique se retrouve quand même très isolée sur la scène régionale. Et aujourd'hui, je pense en effet que ce régime joue son va-tout, d'autant qu'on a cette contestation interne qui finit, je dirais, de délégitimer cette République islamique qui, depuis quand même des années, s'est soufflée, qui comptait justement en fait sur ses branches, ses ramifications Ouais. régionales et cette politique d'usure pour subsister, parce qu'on voit qu'en interne tout s'effondre, c'est une catastrophe. Alors, je voudrais que vous nous expliquiez, parce que vu de Jérusalem, on a du mal à comprendre un développement important de ces derniers mois. C'est, on va dire, l'éloignement de l'Arabie saoudite par rapport à Israël. On ne parle plus du tout de normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite, alors que les Américains auraient pu être les parrains de cette normalisation. Et par contre, on sent une sorte de rapprochement de Mohammed ibn Salman avec même avec les Iraniens, mais avec la Turquie. Qu'est-ce qui fait courir aujourd'hui Mohammed ibn Salman alors que rien ne l'oblige? Alors, la menace iranienne, elle existe toujours, et c'est peut-être aussi pour ça que il frappe à la porte de Donald Trump et demande de ne pas attaquer. Je pense que l'Arabie Saoudite, et c'était encore, en fait, c'était déjà valable, on peut dire ce qu'on veut de MBS, mais si on prend le temps long, c'était déjà valable lorsque les États-Unis ont décidé d'envahir l'Irak militairement en 2003. L'Arabie Saoudite s'était opposée à cela pour une raison très simple, la déstabilisation de cette région. En fait, il faut comprendre que l'Arabie Saoudite s'en fiche un peu de normaliser les relations avec X ou Y dans cette région. L'Arabie Saoudite considère qu'elle est en position de leadership. En revanche, il y a une chose qu'elle veut avec les États voisins, avec l'Iran, avec le monde arabe et avec Israël, c'est la stabilité. Elle ne veut pas d'implosion, d'escalade, elle veut essayer d'endiguer ces conflits qui lui ont Oui, mais coûté quand même cher en termes justement, d'instabilité. le maintien d'un régime des mollahs en Iran, ça prive l'Arabie saoudite d'un véritable leadership régional. C'était le cas, encore une fois, je pense, jusque récemment. Aujourd'hui, pas du tout, puisque l'Iran est très affaibli. Je pense que dans le monde sunnite, le vrai rival aujourd'hui, le seul dans le monde sunnite qu'on puisse identifier, c'est la Turquie. C'est la Et Turquie, oui. puis, on a trois leaders aujourd'hui au Moyen-Orient. À mon avis, les choses sont très claires. Israël, l'Arabie Saoudite et la Turquie. Et ces trois États, si vous regardez finalement quelle est la logique, ces trois États veulent la stabilité à leurs frontières, la sécurité. Alors, on parle en effet d'une normalisation, mais qui, à mon avis, si elle devait intervenir, interviendra plus tard. Pour l'instant, l'idée, c'est la stabilité. Et ces trois États, si vous regardez bien, sont en train de négocier cette stabilité à leur manière avec les Américains. Donc, on a la question de la reconstruction de la Syrie, on a l'après Hamas à Gaza, on a encore une fois, cette Arabie Saoudite qui ne veut pas de guerre totale au Moyen-Orient, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a la vision, cette fameuse vision 2030, la transition en fait du royaume saoudien vers l'économie post-rentière, les grands projets faramineux qu'a lancé MBS, le fait de vouloir avoir un rôle sur la scène diplomatique internationale, de ne pas apparaître comme un État voyou comme d'autres Ouais. ont pu l'être dans cette région. Il y a quand même une volonté aujourd'hui d'apaiser les choses. Mais après, ça n'est pas une logique nécessairement de normalisation. Je pense qu'on se trompe de ce point de vue. Alors, je voudrais que l'on revienne maintenant sur votre dernier ouvrage qui est paru en fin janvier aux éditions, si je ne m'abuse, Le Cavalier, Poche. Le djihad, la métamorphose d'une menace, il est reçu sur une mouvance hétéroclite. Quelles menaces, quelles sont les métamorphoses du djihad islamique, du djihad par rapport à ce qui s'est passé, on va dire, depuis 2001, on va dire depuis les attentats du 11 septembre jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que, par exemple, on peut classer dans la catégorie du djihad ce qui s'est passé le 7 octobre et même depuis, on va dire?
Oui, alors moi, ce que j'essaie quand même de faire dans cet ouvrage, c'est aussi de réinscrire ce phénomène qu'on dit donc djihadiste, hein, qui est né en Égypte à l'origine, hein, dans les années 60-70, qui s'est ensuite internationalisé avec l'Afghanistan, qui ensuite, bien sûr, a culminé avec le 11 septembre 2001, qui était déjà, il faut le dire, un djihad contre les juifs et croisés, je cite, hein, si on se Oui, réfère à la fatwa qui avait été lancée par Ben Laden 3 ans plus tôt, qui a essaimé. Ensuite, on a eu une forme de transhumance militaire à l'échelle du monde musulman et pas seulement au Moyen-Orient, puisqu'aujourd'hui, on sait que ces mouvances sont très délétères, très meurtrières dans tout le continent africain. Elles ont bien sûr des ramifications en Asie et dans nos sociétés occidentales, puisque cette idéologie djihadiste, elle continue régulièrement d'activer un certain nombre de profils qui sont sensibles à sa propagande. Donc de ce point de vue, on a des, je viens de le décrire dans les grands traits, on a des métamorphoses, hein. J'aime le terme de métamorphose parce que ça n'est pas non plus un mouvement qui change fondamentalement, si on parle de l'idéologie oui, par exemple, ça n'est pas fondamentalement un mouvement qui a changé les ressorts de sa lutte armée. C'est une lutte contre les régimes de la région qui sont qualifiés d'apostats. C'est une lutte contre le grand Satan qu'est l'Amérique. Le petit Satan étant en quelque sorte Israël. On a un autre grand Satan qui est l'Iran. Donc bon, les djihadistes aussi, quelque part, s'insèrent dans ces logiques, je dirais, de rivalités étatiques. Mais ce phénomène continue de prospérer, il faut quand même bien le dire, et a vraiment pris une dimension phénoménale sur fond de faillite des États au Moyen-Orient, parce que mhm, on ne le dit pas assez, mais c'est parce qu'on a eu une faillite des États, des institutions, de la gouvernance, que ces mouvements ont réussi à prendre une telle ampleur. Dans le cas du 7 octobre 2023, moi je pense qu'on voit aussi quand même à quel point la faillite des institutions, de ce qu'il pouvait y avoir d'institutions palestiniennes, de gouvernance palestinienne, sur fond, encore une fois, au niveau transnational de progression de cet islamisme radical qui, encore une fois, a fait des petits à peu près partout, et bien tout cela a créé des conditions, bien sûr, catastrophiques, et puis ensuite, un certain nombre de failles vont créer la catastrophe, le drame que l'on connaît. C'était la même logique, finalement, qui avait présidé aux attentats du 11 septembre. Je pense qu'on n'a pas pris la mesure de la résilience aussi de ces mouvements qui, même affaiblis, frappés en leur cœur, on voit leur leadership décapité par vagues. Et puis, ouais, malgré tout, il y a une résilience, il y a cette détermination qui a beaucoup à faire aussi, je vais peut-être finir comme sur ce point qui me semble important, avec deux choses. D'une part, cette notion d'endurance, hein, ils estiment que de toute façon, parce que c'est lié alors à cette idéologie politico-religieuse. Ils estiment que de toute façon, c'est un combat au nom de l'islam, de Dieu, et que l'ultime combat, c'est le martyr, la mort. Donc, c'est ce qu'ils avaient dit, hein, finalement, vous craignez la mort, nous non. Donc, c'est quand même quelque chose qui nous rend supérieurs. De ce point de vue, on n'a jamais vraiment pu défaire cette pensée totalement délétère qui va continuer, malheureusement, je pense, ici et là, de frapper. Et puis après, ce qui quand même les renforce aussi, on ne l'a pas assez dit, c'est encore une fois cette déliquescence politico-sécuritaire institutionnelle dans un certain nombre de pays. Je pense bien sûr à l'Irak et à la Syrie qui ont été littéralement, il faut le dire, ravagés par le djihadisme et qui le sont encore. oui, On peut nous dire ce qu'on veut du nouveau régime, c'est un régime à tendance djihadiste autoritaire qui commet des massacres de masse contre un certain nombre de minorités. Parce que le problème, il est là, c'est que quand je parle de l'État, vous avez en Israël un État qui protège une minorité au Moyen-Orient. Les Kurdes n'ont pas d'État pour les oui. protéger. Les Druzes n'ont pas d'État pour les protéger. Les Alaouites qui étaient au pouvoir et qui forment aujourd'hui une minorité n'ont pas d'État. Donc, bien sûr, ça explique aussi quand même cette fameuse doctrine de la périphérie, qui est la doctrine d'Israël, qui quand même consiste à reconnaître que ces minorités au Moyen-Orient vivent dans un environnement extrêmement hostile. On le voit aussi en Iran, enfin, on le voit à peu près partout. Et donc, Israël se protège et arrive à faire front parce qu'Israël est un État fort. Mais vous l'avez vu ailleurs, les États se sont effondrés. Donc, ce qu'il y avait de protection, je dirais, d'ordre public, etc., n'existe plus du tout. Il faut dire les choses. On est parfois vraiment dans des situations d'impunité, de criminalité généralisée, de vandalisme, de règlement de compte sans fin. Et voilà pourquoi d'ailleurs j'avais parlé de géopolitique de la vengeance, sans qu'un État, encore une fois, puisse canaliser ses vengeances privées
à travers un système judiciaire, à travers une justice transitionnelle. Tout ça n'existe plus, à l'exception donc d'Israël qui répond par une riposte militaire avec des moyens, les moyens d'un État. Et ça, je pense qu'on ne le met pas assez en avant. Le djihadisme a prospéré sur la faillite des États dans cette région. Eh bien, effectivement, c'est une belle phrase de conclusion. Le djihadisme, pardon, a prospéré sur la faillite des États. Effectivement, merci beaucoup, Myriam Benrad, Merci. de nous avoir donné votre appréciation sur ce qui se passe actuellement au Proche et Moyen-Orient, en particulier autour des négociations entre les États-Unis et les Iraniens, et puis aussi donc de nous avoir présenté ce dernier ouvrage, Djihad, la métamorphose d'une menace. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour Bonne votre journée, à bientôt. invitation. Merci.